Le jeûne prenait fin à 22 heures. De grandes tables avaient été dressées sous les étoiles. Nous étions invités à nous placer au hasard, sans tenir compte de nos relations et amitiés habituelles, chose d'autant plus facile que l'obscurité était quasi totale. Le prophète s'installa à une table en hauteur, sur une estrade, et tous baissèrent la tête, cependant qu'il prononçait quelques paroles sur la diversité des goûts et des saveurs, sur cette autre source de plaisir que la journée de jeûne allait nous permettre d'apprécier encore davantage. Il mentionna aussi la nécessité de mâcher lentement. Puis, changeant de sujet, il nous invita à nous concentrer sur la merveilleuse personne humaine que nous allions trouver en face de nous. Sur toutes ces merveilleuses personnes humaines, dans la splendeur de leurs individualités magnifiquement développées, dont la diversité, là aussi, nous promettait une variété inouïe de rencontres, de joies et de plaisirs. Avec un léger sifflement, un léger retard, des lampes à gaz placées au coin des tables s'allumèrent. Je relevai les yeux. Dans mon assiette, il y avait 2 tomates. Devant moi, il y avait une jeune fille d'une vingtaine d'années, à la peau très blanche, au visage dont la pureté de ligne évoquait Botticelli. Ses longs cheveux épais et noirs descendaient en frisottant jusqu'à sa taille. Elle joua le jeu pendant quelques minutes, me sourit, me parla, essaya d'en savoir plus sur la merveilleuse personne humaine que je pouvais être. Elle-même s'appelait Francesca. Elle était italienne. Plus précisément, elle venait de Lombrie, mais faisait ses études à Milan. Elle connaissait l'enseignement élohimite depuis 2 ans. Assez vite cependant, son petit ami, qui était assis à sa droite, intervint dans la conversation. Lui-même s'appelait Gianpaolo. Il était acteur. Enfin, il jouait dans des publicités, parfois dans quelques téléfilms. Il en était à somme à peu près au même stade qu'Esther. Lui aussi était très beau. Des cheveux mi-longs, châtains avec des reflets dorés, et un visage qu'on devait certainement rencontrer chez les primitifs italiens, dont le nom m'échappait pour le moment. Il était également assez costaud. Ses biceps et ses pectoraux bronzés se dessinaient nettement sous son t-shirt. À titre personnel, il était bouddhiste et n'était venu à ce stage que par curiosité. Sa première impression, d'ailleurs, était bonne. Assez vite, ils se désintéressèrent de moi et entamèrent une conversation animée en italien. Non seulement ils formaient un couple splendide, mais ils semblaient sincèrement épris. Ils étaient encore au milieu de ce mouvement enchanteur où l'on découvre l'univers de l'autre, où l'on a besoin de pouvoir s'émerveiller de ce qui l'émerveille, s'amuser de ce qui l'amuse, partager ce qui le distrait, le réjouit, l'indigne. Elle le regardait avec ce tendre ravissement de celle qui se sait choisie par un homme, qui en éprouve de la joie, qui ne s'est pas encore tout à fait habitué à l'idée d'avoir un compagnon à ses côtés, un homme à son usage exclusif, et qui se dit que la vie va être bien douce. Le repas fut aussi frugal que d'habitude. 2 tomates, du taboulé, un morceau de fromage de chèvre. Mais une fois les tables desservies, les 12 fiancés s'avancèrent dans les allées, vêtus de longues tuniques blanches, porteuses d'amphores qui contenaient une liqueur sucrée à une base de pommes. Une euphorie communicative, faite de multiples conversations entrecoupées, légères, gagnait les convives. Plusieurs chantonnaient à mi-voix. Patrick vint vers moi et s'accroupit à mes côtés, promit qu'on se reverrait souvent en Espagne, que nous allions devenir véritablement des amis, que je pourrais lui rendre visite au Luxembourg. Lorsque le prophète se leva pour prendre à nouveau la parole, il y eut 10 minutes d'applaudissements enthousiastes. Sa silhouette argentée sous les projecteurs était nimbée d'un halo scintillant. Il nous invita à méditer sur la pluralité des mondes, à tourner nos pensées vers ces étoiles que nous pouvions voir, chacune entourée de planètes, à imaginer la diversité des formes de vie qui peuplaient ces planètes, les végétations étranges, les espèces animales dont nous ignorions tout, et les civilisations intelligentes dont certaines, comme celle des Elohim, étaient beaucoup plus avancées que la nôtre, et ne demandaient qu'à nous faire partager leur savoir, à nous admettre parmi elles
afin d'habiter l'univers en leur compagnie dans le plaisir, dans le renouvellement permanent et dans la joie. La vie, conclut-il, était en tout point merveilleuse, et il n'appartenait qu'à nous de faire en sorte que chaque instant soit digne d'être vécu. Lorsqu'il fut descendu de l'estrade, tous se levèrent. Une haie de disciples se forma sur son passage, agitant les bras vers le ciel en reprenant « Elohim » en cadence. Certains riaient sans pouvoir s'arrêter, d'autres éclataient en sanglots. Arrivé à la hauteur de Fadia, le prophète s'arrêta, effleura légèrement ses seins. Elle eut un sursaut joyeux, poussa une espèce de « yep ». Ils repartirent ensemble, fendant la foule des disciples qui chantaient et applaudissaient à tout rompre. C'est la troisième fois qu'elle est distinguée, me souffla Patrick avec fierté. Il m'apprit alors qu'en plus de ses 12 fiancées, il arrivait que le prophète accorde à une disciple ordinaire l'honneur de passer une nuit en sa compagnie. L'excitation se calmait peu à peu, les adeptes revenaient vers leur tente. Patrick essuya les verres de ses lunettes qui étaient embuées de larmes, puis m'entoura les épaules d'un bras, tournant son regard vers le ciel. C'était une nuit exceptionnelle, me dit-il. Il sentait encore mieux que d'habitude les ondes venues des étoiles, les ondes pleines de l'amour que nous portaient les Elohim. C'était par une nuit semblable, il en était convaincu, qu'il reviendrait parmi nous. Je ne savais pas trop quoi lui répondre. Non seulement je n'avais jamais adhéré à une croyance religieuse, mais je n'en avais même jamais envisagé la possibilité. Pour moi, les choses étaient exactement ce qu'elles paraissaient être. L'homme était une espèce animale, issue d'autres espèces animales par un processus d'évolution tortueux et pénible. Il était composé de matière configurée en organes, et après sa mort, ces organes se décomposaient, se transformaient en molécules plus simples. Il ne subsistait plus aucune trace d'activité cérébrale, de pensée, ni évidemment quoi que ce soit qui puisse être assimilé à un esprit ou à une âme. Mon athéisme était si monolithique, si radical, que je n'avais même jamais réussi à prendre ces sujets totalement au sérieux. Durant mes années de lycée, lorsque je discutais avec un chrétien, un musulman ou un juif, j'avais toujours eu la sensation que leur croyance était à prendre en quelque sorte au second degré. Qu'ils ne croyaient évidemment pas, directement et au sens propre, à la réalité des dogmes proposés, mais qu'il s'agissait d'un signe de reconnaissance, d'une sorte de mot de passe leur permettant l'accès à la communauté des croyants, un peu comme aurait pu le faire la grunge music ou Doom Generation pour les amateurs de ce jeu. Le sérieux pesant qu'ils apportaient parfois à débattre entre des positions théologiques, également absurdes, semblait aller à l'encontre de cette hypothèse. Mais il en allait de même au fond pour les véritables amateurs d'un jeu. Pour un joueur d'échecs ou un participant réellement immergé dans un jeu de rôle, l'espace fictif du jeu est une chose en tout point sérieuse et réelle. On peut même dire que rien d'autre n'existe pour lui, pendant la durée du jeu, tout du moins. Cette agaçante énigme représentée par les croyants se reposait donc à moi, pratiquement dans les mêmes termes pour les Elohimites. Le dilemme était bien sûr dans certains cas facile à trancher. Savant, par exemple, ne pouvait évidemment pas prendre au sérieux ces fariboles, et il avait de très bonnes raisons de rester dans la secte. Compte tenu du caractère hétérodoxe de ses recherches, jamais il n'aurait pu obtenir ailleurs des crédits aussi importants, un laboratoire aux équipements aussi modernes. Les autres dirigeants, flics, humoristes et bien entendu le prophète, tiraient eux aussi un bénéfice matériel de leur appartenance. Le cas de Patrick était plus curieux. Certes, la secte élohimite lui avait permis de trouver une amante à l'érotisme explosif, et probablement aussi chaude qu'elle paraissait l'être, ce qui n'aurait rien eu d'évident en dehors. La vie sexuelle des banquiers et des dirigeants d'entreprise, malgré tout leur argent, est en général absolument misérable. Ils doivent se contenter de brefs rendez-vous payés à prix d'or avec des escort girls qui les méprisent et ne manquent jamais de leur faire sentir le dégoût physique qu'ils leur inspirent. Il reste que Patrick semblait manifester une foi réelle, une espérance non feinte
dans l'éternité de délices que laissait entrevoir le prophète. Chez un homme au comportement empreint par ailleurs d'une si grande rationalité bourgeoise, c'était troublant. Avant de m'endormir, je repensais longuement au cas de Patrick et à celui de Vincent. Depuis le premier soir, celui-ci ne m'avait plus adressé la parole. Me réveillant tôt le lendemain matin, je le vis à nouveau descendre le chemin qui serpentait le long de la colline en compagnie de Suzanne. Il semblait cette fois encore plongé dans un entretien intense et sans issue. Ils se séparèrent à la hauteur du premier terre-plein sur un signe de tête, et Vincent rebroussa chemin en direction de sa chambre. Je l'attendais près de l'entrée. Il sursauta en m'apercevant. Je l'invitai à prendre un café chez moi. Pris de court, il accepta. Pendant que l'eau chauffait, je disposai les tasses et les couverts sur la petite table de jardin de la terrasse. Le soleil émergeait péniblement entre des nuages épais et bosselés d'un gris sombre. Un mince ray violet courait juste au-dessus de la ligne d'horizon. Je lui versai un café. Il ajouta une sucrète, tourna pensivement le mélange dans sa tasse. Je m'assis en face de lui. Il gardait le silence, baissait les yeux, porta la tasse à ses lèvres. « Tu es amoureux de Suzanne ?» lui demandai-je. Il leva vers moi un regard anxieux. « Ça se voit tant que ça ?» répondit-elle après un long silence. Je hochai la tête pour acquiescer. « Tu devrais prendre du recul, » poursuivis-je, et mon ton posé semblait indiquer une réflexion préalable approfondie, alors que je venais à peine d'y songer pour la première fois. Mais je continuai sur ma lancée. « On pourrait faire une excursion dans l'île. »« Tu veux dire sortir du camp? »« C'est interdit? »« Non, non, je ne pense pas. Il faudrait demander à Jérôme comment faire. » La perspective avait quand même l'air de l'inquiéter un peu. « Bien sûr que oui, s'exclama Flick avec bonne humeur. Nous ne sommes pas en prison ici. Je vais demander à quelqu'un de vous conduire à Recife. Ou peut-être à l'aéroport, ça sera plus pratique pour louer une voiture. Vous rentrez ce soir quand même? Demanda-t-il au moment où nous montions dans le minibus. C'est juste pour savoir. Je n'avais aucun projet précis, sinon ramener Vincent pour une journée dans le monde normal, c'est-à-dire à peu près n'importe où. C'est-à-dire, compte tenu de l'endroit où nous nous trouvions, assez vraisemblablement à la plage. Il manifestait une docilité et une absence d'initiative surprenante. Le loueur de voiture nous avait fourni une carte de l'île. On pourrait aller à la plage de Teguise, dis-je. C'est le plus simple. Il ne se donna même pas la peine de me répondre. Il avait pris un maillot de bain, une serviette et s'assit sans protester entre deux dunes. Il semblait même prêt à y passer la journée s'il le fallait. Il y a beaucoup d'autres femmes, dis-je à tout hasard, pour amorcer une conversation, avant de me rendre compte que ça n'avait rien d'évident. Nous étions hors saison et pouvait y avoir une 50aine de personnes dans notre champ de vision. Des adolescentes au corps attirant, flanquées par des garçons, et des mères de famille au corps déjà moins attirant, accompagnées d'enfants jeunes. Notre appartenance à un espace commun était destinée à rester purement théorique. Aucune de ces personnes n'évoluait dans un champ de réalité avec lequel nous pouvions, d'une manière ou d'une autre, interagir. Elle n'avait pas plus d'existence à nos yeux que si elle avait été des images sur un écran de cinéma. Plutôt moins, je dirais. Je commençais à sentir que cette excursion dans le monde normal était vouée à l'échec lorsque je me rendis compte qu'elle risquait de surcroît de se terminer de manière assez déplaisante. Je ne l'avais pas fait exprès, mais nous nous étions installés sur la portion de plage dévolue à un club Thompson Holidays. En revenant de la mer un peu fraîche où je n'avais pas réussi à entrer, je m'aperçus qu'une centaine de personnes étaient massées autour d'un podium sur lequel on avait installé une sonomobile. Je ne l'avais pas fait exprès, mais nous nous étions installés sur la portion de plage dévolue à un club Thompson Holidays. Vincent n'avait pas bougé. Assis au milieu de la foule, il considérait l'agitation ambiante avec une parfaite indifférence. En le rejoignant, je lus « Miss Bikini Contest » inscrit sur une banderole. De fait, une dizaine de pétasses âgées de 13 à 15 ans attendaient en se trémoussant
et en poussant des petits cris près d'un des escaliers conduisant au podium. Après un gimmick musical spectaculaire, un grand noir vêtu comme un Ouistiti de cirque bondit sur le podium et invita les filles à monter à leur tour. « Ladies and gentlemen, boys and girls », vociféra-t-il dans son micro HF. « Welcome to the Miss Bikini Contest. Have we got some sexy girls for you today? » Il se tourna vers la première fille, une adolescente longiligne, vêtue d'un bikini blanc minimal aux longs cheveux roux. « What's your name? » lui demanda-t-il. « Ilona, » répondit la fille. « A beautiful name for a beautiful girl, » lança-t-il avec entrain. « And where are you from, Ilona? » Elle venait de Budapest. « Budapest, that city's hot !» hurla-t-il en rugissant d'enthousiasme. La fille éclata de rire avec nervosité. Il continua avec la suivante, une Russe blonde platine, très bien roulée malgré ses 14 ans, et qui avait l'air d'une vraie salope, puis posa 2 ou 3 questions à toutes les autres, bondissant et se rengorgeant dans son smoking lamé argent, multipliant les astuces plus ou moins obscènes. Je jetai un regard désespéré à Vincent. Il était à peu près autant à sa place dans cette animation de plage que Samuel Beckett dans un clip de rap. Ayant fait le tour des filles, le noir se tourna vers 4 sexagénaires bedonnants, assis derrière une petite table, un carnet à souche devant eux, et les désigna au public avec emphase. « And judging them is our international jury. The 4 members of our panel have been around the world a few times. That's the least you can say. They know what sexy boys and girls look like. Ladies and gentlemen, a special hand for our experts. » Il y eut quelques applaudissements mous, cependant que les seniors ainsi ridiculisés faisaient signe à leur famille dans le public, puis le concours en lui-même commença. L'une après l'autre, les filles s'avancèrent sur scène, en bikini, pour effectuer une sorte de danse érotique. Elles tortillaient des fesses, s'enduisaient d'huile solaire, jouaient avec les bretelles de leur soutien-gorge, etc. La musique était de la house à fort volume. Voilà, ça y était, nous étions dans le mode normal. Je repensais à ce qu'Isabelle m'avait dit le soir de notre première rencontre. Un monde de kids définitif. Le noir était un kid adulte. Les membres du jury, des kids vieillissants. Il n'y avait rien là qui pût réellement inciter Vincent à reprendre sa place dans la société. Je lui proposai de partir au moment où la Russe fourrait une main dans la culotte de son bikini. Il accepta avec indifférence.